Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG qui fait du bien. Aujourd'hui, nous allons vous insuffler de l'espoir grâce au récit d'un homme ordinaire qui, tout au long de sa vie, jalonné d'embûches et d'obstacles, va toucher l'extraordinaire. Notre invité, Stéphane Alix, fondateur de l'INRES, a tout vu, ou presque. Les vies antérieures, les expériences de vie après la mort ou encore le pouvoir chamanique. Alors, comment les phénomènes invisibles l'ont mené à devenir heureux dans notre monde physique? Est-ce que la science peut expliquer ces résiliences portées par l'extraordinaire? C'est ce que nous allons découvrir avec un plateau d'experts et celui qui nous livre la clé du temps, le célèbre et très sympa mentaliste Fabien Olicard. C'est parti pour 26 minutes qui font du bien. Et si votre journée était plus longue que vous ne le pensiez? À cette question, vous répondez oui, Fabien Olicard, parce que c'est le titre de votre livre. C'est vrai. Votre temps est infini. Alors, vous êtes un des plus célèbres mentalistes en France et avec vous, nous allons encore une fois ouvrir le champ des possibles. Ben, j'espère, en tout cas, juste changer un petit truc dans le rapport au temps qui est assez étrange, en fait. Oui, parce que vous êtes sur limite. Mais Et vous c'est aussi, passionnant. c'est ça qui est cool. Entre ombre et lumière, itinéraire d'un reporter, Stéphane Alix, c'est le titre de votre livre. Vous êtes le fondateur de l'Institut de recherche des expériences extraordinaires. Et alors, votre livre m'a passionné puisque vous revenez sur vos enquêtes scientifiques et au-delà, vos expériences chamaniques, et aussi sur tout ce qui vous a mené à vous poser des questions essentielles sur la vie après la mort. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup de m'inviter. Et pour parfaire cette table ronde, celui qui m'accompagne chaque semaine pour nous rappeler à la science, c'est bien sûr François Pomès, notre journaliste scientifique. Alors, avant de s'intéresser à votre récit fascinant, je vous propose de vous immerger dans le monde infini de Fabien Olicard. Ok, c'est bon pour moi. Fabien Olicard, c'est en vous confrontant à une problématique et non des moindres, celle de trouver du temps pour tout faire dans une journée, qu'est né ce manuel pratique. Votre temps est infini. Parce que je le rappelle quand même, vous postez une vidéo par jour sur YouTube, C'est vrai. sur votre chaîne qui cartonne. Ouais. En Ça va. passant. Vous êtes en tournée dans toute la France avec votre spectacle, Singularité. Vous écrivez des livres, vous avez une vie privée. Oui. Alors, racontez-nous Épanoui, comment en vous plus. faites pour rallonger le temps d'une journée et tout faire. Bah, en fait, ça vient vraiment du début de ma vie où moi j'ai toujours été un gros procrastinateur. C'est-à-dire, je remets les choses en lendemain en permanence. C'est dans mon ADN. Donc avéré, et je suis passé à procrastinateur abstinent parce que j'ai juste une chance, c'est d'être très curieux. Et donc je veux absolument tout découvrir, tout faire, etc. Et je me suis dit, il faut que je mette des choses en place dans ma vie, mais qui ne me fassent pas souffrir. Comme une habitude, le fait de se brosser les dents, ça fait pas souffrir, on le fait, on se dit pas le matin, ah, il faut que je me brosse les dents. Non, on a l'habitude de ça. Donc j'ai dû faire des choses pour moi, et puis j'ai tout déversé dans ce livre, parce qu'un jour j'ai compris qu'en fait, une journée est un concept, c'est vraiment un concept, on s'est basé sur l'astronomie, on a dit dans la société, une journée c'est 24 heures, mais le temps, c'est pas vraiment ça. Le temps réel, celui qui passe, est associé à de l'énergie. Et en fait, c'est pas du temps qu'on cherche, c'est de ne plus gâcher son énergie. Et quand on a compris ça, on peut commencer à avancer, quoi. Et finalement, c'est plein de sagesse, parce que j'ai eu le sentiment que c'était vivre le moment présent. On en revient à ça, finalement. Mais on C'est en que revient ça, vraiment à ça. Alors, vous consacrez tout un chapitre entier à un anglicisme devenu hyper populaire. C'est l'expression « j'ai pas le time ». Ah oui, j'ai pas le temps. Ouais. Vous faites bien le distinguo avec son pendant français qui est « je n'ai pas le temps ». Alors, Oui. c'est très subtil, mais finalement, c'est très intéressant. Expliquez-nous. Et oui, pour moi, le j'ai pas le time, qui n'est pas le j'ai pas le temps, c'est-à-dire je manque toujours de temps, parce que ça c'est une croyance. Ils font ses sourcils là, François. Là. Il est Oui, ça concentré. m'intéresse. Je regarde la Le subtilité. j'ai pas le time, c'est je n'ai pas le temps de m'attarder sur des choses qui me mangent mon énergie pour rien. Donc moi, par exemple, j'ai pas le time d'accepter d'avoir une conversation de 2 heures avec quelqu'un avec qui j'ai jamais envie de parler. J'ai pas le temps d'en perdre. J'ai pas le temps de repousser quelque chose à demain. J'ai pas le temps de dire oui à un projet où on attend tout de moi alors que je suis pas l'initiateur de ce projet. Donc j'ai plus le temps de ne pas savoir dire non, en fait, c'est juste ça. Et là où Karine, vous avez vraiment tout compris, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir le temps d'accepter des choses qu'on n'a pas envie d'accepter, et surtout, on doit toujours être conscient du moment présent, du conscient dans quel temps on est. C'est-à-dire que prendre mon livre comme un livre pour faire que de la productivité, on peut le faire avec ce livre, mais c'est pas le but. Le but, c'est de décider, en fait, est-ce que
je suis dans ce temps-là, c'est-à-dire par exemple du temps pour moi sur mon canapé à réfléchir ou à glander ou à jouer aux jeux vidéo. Là, vous avez le time d'être avec nous. Exactement, mais parce que je suis très heureux. Vous l'avez piqué parce que j'avais envie de Ah le faire. mince, je suis désolé. Mais non, mais j'adore, ça veut dire qu'on a le même cœur dans des cœurs différents. Et au-delà de la blague, le bon temps, c'est toujours celui qui te rend heureux. Les émotions, elles ne trompent pas et elles te disent toujours si tu es dans ton bon temps. Et moi, c'est mon aiguille, l'émotionnel, à partir de ce moment-là. Donc, si j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, je me dis pas ah non, je vais pas y jouer ou je vais y jouer vite fait. Non, je vais dire ok, je prends 2 heures et je mets ça en place vraiment pour profiter pleinement de ce temps de pause à ce moment-là, pour être Et à vraiment ton dans le bonheur de moment le faire. présent, Ouais. c'est ça. Alors justement, on va faire avec vous l'interview. J'ai pas le time. Ah, j'ai pas le time. Alors est-ce que vous êtes prêts? Oui. Votre meilleur ami vient de se faire larguer. Il est en larmes et tourne en boucle pendant des heures sur son ex. Vous avez le time? Oui, ouais, j'ai complètement le time parce qu'on a commencé par la phrase mon meilleur ami et donc j'ai toujours le time pour les gens que j'aime très fort et ce sera toujours le cas et surtout si j'ai des idées pour l'aider à s'en sortir ou à lui changer ses idées, évidemment. Vous devez rendre à votre éditeur votre prochain best-seller, Le mentalisme au service de la pâtisserie. Oh, ne me remerciez pas, Si un jour je l'écris, c'est cadeau, ce c'est serait cadeau. formidable. Mais au même moment, on vous propose d'aller au concert privé de Michael Jackson qui sort enfin de sa planque. Vous avez le time? Non, j'ai pas le time parce que vraiment quand je me lance dans un projet, il y a rien qui peut m'empêcher de le faire, même des choses qui seraient exceptionnelles. J'ai pas le time de ne pas finir un projet. Vous êtes encombré avec vos emplettes de Noël, votre enfant accroché tel un koala à votre jambe. Vous prenez quand même le temps de tenir la porte à la dame, mais elle ne vous gratifie ni d'un merci ni d'un sourire. La rectifier, vous avez le time? Ouais, j'ai le time, mais avec le sourire. C'est-à-dire que je ne dis rien si j'ai une émotion négative, mais si ça me fait marrer, je vais lui dire quelque chose par contre. Par exemple? Je vais aller la voir et je vais lui dire désolé d'avoir tenu la porte parce qu'en fait ça se fait pas, vous aviez peut-être envie de la tenir pour vous. Et Moi j'aurais ri. Voilà, si tu arrives à faire un petit choc mental dans sa logique, il y a de grandes chances qu'elle sourie et en fait que ça se passe bien et qu'elle fasse oh pardon et je vais dire vous excusez pas parce que peu importe, mais ça m'a fait rire que vous dites pas merci et ça crée un moment en fait. Donc j'ai le time que si c'est positif. Vous voyagez en TGV, option espace calme, votre seule occasion de combler votre déficit de sommeil et pourtant, avec votre popularité de youtubeur, les fans s'enchaînent pour vous réclamer un selfie. Vous avez le time? J'ai le time, je peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. J'ai toujours le time pour quelqu'un qui vient me voir et c'est arrivé dans le train de retour la semaine dernière. Et c'est comme ça que vous avez trouvé la crémière d'ailleurs. Exactement, où il n'y avait plus de place assise et où j'ai dormi sous le truc où on range les bagages, mais vraiment pour de vrai. Et il y a un mec qui est passé, Fabien Olicard, je fais oui, on peut faire une photo? Bah si tu veux, donc il a une photo de ça, mais j'ai toujours le time pour ça. Ne rien faire, vous avez le time? Ah, j'ai vraiment le time et ça m'arrive beaucoup, plus qu'on ne le croit, mais justement parce que j'utilise intelligemment mon temps. Et moi, quand je rentre chez moi le soir, j'ai même pas d'ordi, j'ai rien, j'ai le time pour moi. Est-ce que vous avez le time de rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission? J'ai le time de faire une saison entière avec vous. Ah, et bien écoutez, nous on est ravis, parce que c'est le moment en plus de retrouver Annabelle Milo, qui nous présente une étude scientifique très sérieuse, malgré son air un peu déjanté. Hein. Mais je réponds plus de rien. Merci. Selon une étude britannique, une molécule dans le chocolat noir, le vin rouge, le raisin et les myrtilles pourrait aider à rajeunir les cellules. Les chercheurs ont découvert que cette molécule pouvait donner aux cellules un comportement semblable à celui des cellules plus jeunes. L'expérience a été répétée plusieurs fois et dans chaque cas, les cellules vieillissantes se sont régénérées. Cette avancée pourrait déboucher sur des thérapies aidant les gens à mieux vieillir. Alors, étude qui fait du bien ou pas? Ouais. J'aurais peut-être dû essayer avec le chocolat. Bah. Oh, je suis con. C'est ça que je veux. Oh, trop belle. Alors, c'est le moment de s'intéresser au parcours formidable de Stéphane Alix, qui revient sur les expériences de mort imminente, sur les pouvoirs chamaniques et quoi d'autre encore? Sur La la vie après la mort résilience. et la résilience, bien entendu. Merci François.
Alors, vous parlez de résilience, François. Vous vous êtes penché sur ce phénomène qui confine finalement à l'extraordinaire. Que dit la science sur les résiliences? Alors c'est vrai que c'est un terme qu'on entend, dont on ignore parfois le sens. Résilience, ça vient du latin resilare, rebondir. Autrement dit, c'est la capacité qu'on aurait à rebondir face à des obstacles de la vie, obstacles plus ou moins compliqués. Alors la résilience, en fait, c'est quelque chose qui a été découvert un petit peu par hasard dans les années 80 par une chercheure qui s'appelle Amy Werner. Elle a étudié des cohortes de petits Haïtiens nés en 1955 pendant 30 ans. Elle les a étudiés. Alors, ce sont des jeunes qui avaient vécu dans des environnements très complexes, ayant connu le viol parfois, la drogue, la violence, l'absence de parents. Et elle s'est rendue compte d'un truc, mais absolument exceptionnel. 30% de ces enfants avaient réussi à s'en sortir tout seuls, sans explication. C'est-à-dire qu'ils ont fondé des familles, ils ont trouvé du boulot, ils ont appris à lire, à écrire. Bon, je dis tout ça dans le désordre, hein. À lire et à écrire tout seul. Et elle s'est dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Et pour expliquer ça, c'est le terme de résilience qui est sorti, concept ensuite amené par Boris Cyrulnik, notamment en France, le psychiatre qu'on connaît très très bien. Alors, donc du coup, c'est pour toutes les résiliences que la science dit ça? Alors la science malheureusement n'explique pas toutes les résiliences. On sait expliquer la reconstruction du cerveau, hein, c'est la résilience neuronale, ça on le sait depuis quelques décennies. En revanche, on sait aussi que la résilience est dépendante peut-être de la génétique, peut-être du milieu socio-culturel, pourquoi certaines personnes, plus que d'autres, parviennent à s'en sortir. Mais il y a une part de mystère dans cette résilience. Peut-être que vous allez nous éclairer, mais en tout cas, la science continue de se pencher sur ce phénomène très intéressant qui est comment rebondir face à l'adversité. Peut-être que c'est même atavique, et on parle d'épigénétique beaucoup en ce moment. Peut-être que c'est dans nos gènes, finalement, cette force que nous insufflent nos parents, nos arrière-parents, non? Plein d'hypothèses. Peut-être. Alors, Stéphane Alix, donc vous êtes le fondateur de l'INRES, hein, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. Votre livre, Entre ombre et lumière, itinéraire d'un reporter, eh bien, c'est 30 années de votre vie, formidablement illustrées. Alors, le point de départ de votre révolution intérieure, c'est lorsque vous partez à 19 ans en tant que reporter de guerre en Afghanistan. Puis s'ensuit 2 drames consécutifs. La disparition de votre frère, puis celle de votre père, ce qui va déclencher en vous l'envie d'enquêter sur l'après-vie. Vous allez en faire un livre, Le Test, aujourd'hui un best-seller. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette expérience incroyable que vous racontez dans le livre? Et puis là maintenant, vous l'avez écrit il y a finalement 6-7 ans, je crois. Est-ce que vous en êtes toujours à la même conclusion sur la vie après la mort? Oui, enfin, les conclusions sont toujours... il faut toujours laisser un peu un espace au doute. Ce qui est dangereux, c'est de s'enfermer dans ses certitudes. Moi, comme vous l'avez dit, je suis journaliste, j'ai toujours été journaliste, et puis un jour dans ma vie, j'ai été confronté à un drame, la mort de mon frère, et ça m'a donné envie d'utiliser les outils que j'avais de l'enquête, du questionnement, pour travailler sur une question qui a priori pas du domaine du journaliste, et si elle l'est. Et ça s'est concrétisé par une expérience que j'ai faite à la mort de mon père, où j'ai effectivement caché des objets dans son cercueil pour essayer de tester des gens, des femmes, des hommes qui prétendent communiquer avec l'au-delà. Ok, très bien, on va faire de la science. Je pars de l'hypothèse que mon père est peut-être encore quelque part, qui m'entend, qui m'écoute. Je lui explique ce que je fais, je cache les objets le jour des funérailles. Je fais attention que personne ne soit au courant, même ma femme n'était pas au courant que j'avais fait ça. Je voulais vraiment être le seul être vivant à savoir ce que j'avais fait. Et puis un peu plus d'1 an après, je suis allé voir plusieurs médiums en leur disant « je voudrais faire des interviews de vous, qu'on raconte un peu votre vie, savoir comment vous êtes devenu médium ». Et puis on fait juste une séance de médiumnité au début pour voir comment ça se passe. Et je raconte ces 6 séances dans le livre et les 6 explications que me donnent les médiums, parce que voilà, aussi incroyable que ça puisse paraître, mon père s'est manifesté, mon père a parlé des objets, mon père a donné plein d'autres éléments. Et puis il n'y a pas seulement mon père qui est venu, mon grand-père, d'autres personnes de la famille. Et c'est ça qui est intriguant, c'est quand on essaie de poser des questions de façon très rationnelle sur ces sujets qu'on considère comme irrationnels, on s'aperçoit que les réponses un peu habituelles qu'on pourrait avoir, c'est dans leur tête, c'est du mentalisme, il y a une explication forcément conventionnelle. Quand on examine ça vraiment rationnellement, on s'aperçoit que ces explications conventionnelles, elles ne tiennent pas et qu'il y a peut-être des portes qui s'ouvrent vers quelque chose de profondément mystérieux. Mais surtout que là, le protocole, il est incroyable. Il est génial. J'ai essayé de faire ça le plus sérieusement possible, c'est-à-dire en évitant... à ma connaissance, d'avoir Et ça a fait un best-seller, c'était un livre qui a cartonné d'ailleurs. Pour vous donner un exemple, il y avait les objets, il y avait plein de choses, mais à un moment, avec un médium, le médium me dit, tiens, c'est marrant, il y a un monsieur qui se présente, qui a une gabardine, qui a l'air d'avoir froid, puis il a une arme, il a l'air d'être mort dans des circonstances violentes, peut-être la guerre, et puis il me donne son prénom, il s'appelle Paul. Il se trouve que l'oncle de mon père est mort en février 1915, pendant la guerre, enfin il est mort, il a disparu au combat. Bon, ça arrive une fois avec un médium, je dis, bon, c'est une étrange coïncidence. Sauf que le médium suivant
me reparle d'un monsieur avec une gabardine qui a l'air d'avoir froid, qui a une arme, qui meurt dans des circonstances violentes, et son nom commence par un P. Deuxième occurrence. Troisième médium, à nouveau le même Paul se présente. Là, il faut essayer de m'expliquer comment est-ce que, par coïncidence, par hasard, on pourrait tomber sur 3 fois le même personnage. Vous voulez une explication scientifique? Allez-y. Je n'en ai pas. Voilà, j'en ai pas. Est-ce que ça vous a donné de l'espoir? Est-ce que ça vous a fait du bien? Parce que finalement, c'est ça. Vous avez fait un test. Pourquoi finalement? C'était quoi Qu'est-ce que vous attendiez? Vous allez peut-être être surprise, Karine, mais pour moi, le fait d'avoir perdu des proches m'a rendu non pas crédule, non pas en recherche d'apaisement, mais 1000 fois plus exigeant que je l'aurais été si je n'avais pas été concerné personnellement par ce sujet-là. Donc ça m'a rendu intransigeant avec les médiums, ça m'a rendu 1000 fois plus rationnel que je pourrais l'être normalement, et je le suis déjà pas mal. Ouais. Donc oui, aujourd'hui, j'ai effectivement acquis une sorte de conviction intime que la vie se poursuit après la mort. Enfin, j'en ai obtenu des preuves, à mon sens, qui ont le poids d'une preuve. Je conçois que ça puisse se discuter, je conçois que des gens ne soient pas d'accord et qu'on établisse le dialogue. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que la science est un espace de dialogue et de discussion. La science, ce n'est pas un espace où tout d'un coup on va trancher définitivement de la réalité ou de l'irréalité d'un phénomène. Comme dit Hubert Reeves, justement. Exactement, et je pense que les vrais scientifiques sont justement des gens qui acceptent de se confronter à l'inconnu, de proposer des hypothèses explicatives et puis de les confronter à l'expérience, et c'est ce que je fais. Alors justement, vous parlez d'expérience, une autre expérience complètement hors norme. On est en 2014, en plein cœur de la forêt amazonienne. Vous plongez dans une telle méditation que vous allez vivre une de vos vies antérieures et la stupéfaction, puisque vous allez voir que vous étiez nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors comment peut-on rentrer, parce que moi aussi j'aime beaucoup la méditation, mais jamais rentrer comme ça et revoir une vie antérieure. Et finalement, moi, ce qui m'intéresse, est-ce que dans la réalité, aujourd'hui, dans votre vie quotidienne, ça a changé les choses d'avoir vu cette vie antérieure? Oui, parce qu'il s'agit de... Vous arrivez directement à la conclusion. Moi, je pense qu'effectivement, il s'agit d'une mémoire de vie Oui, parce que ça va vite, cette émission. mais je pense que ça soit vie antérieure, que ça soit inconscient, peu importe la terminologie. Ce qui est intéressant, c'est que cette expérience où je suis parti en Amazonie pour faire une retraite et vraiment essayer d'aller au fond de moi-même, j'étais à un moment de ma vie de bascule importante. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste ouvert le couvert de mon inconscient. Vous savez, ce qu'on essaie de cacher au quotidien, ce qu'on essaie de jamais, auquel on n'a pas envie de se confronter parce que ça nous fait peur, parce que c'est inconscient, donc par essence, on n'a pas envie de le voir en face. Et si c'était ça le sens de la vie? Et si c'était ça la source de la résilience? D'accepter de voir les ombres que l'on porte, d'accepter de voir nos blessures, d'accepter de voir ce que toute notre vie on essaie de refouler. Parce que quand on ouvre ça, ça fait mal, c'est dur, c'est compliqué, effectivement, d'être confronté à une vision si détaillée d'un homme en train de se faire tuer, qui était SS et qui est mort en 1941 en Russie, appartenant à ce régime absolument fou. Ça me met mal à l'aise, ça a créé une culpabilité, ça a créé tous les bouleversements que vous pouvez imaginer. Mais j'avais tellement d'éléments précis dans cette espèce de vision, j'étais réveillé, j'étais tout à fait lucide. J'ai son prénom, son nom, son grade. Je le vois prendre un éclat de but à la gorge. Et quand je demande un dossier militaire, parce que je découvre que cet homme que je pensais être simplement l'issue de mon inconscient, je découvre que cet homme a réellement existé, je tombe sur un dossier militaire avec l'acte de décès qu'on a reproduit dans le livre, qui stipule que cet homme est mort tué par un éclat de but d'artillerie au cou. Et ça, déjà, ça m'a fait un choc. Et là, voilà, ma posture rationnelle me dit, là, il serait irrationnel de me dire, c'est dans ma tête, c'est moi, c'est pas grave. Là, ma rationalité me pousse à aller essayer de retrouver sa famille, aller en Allemagne, ce que j'ai fait, et aller en Russie, là où il était tué. Et il y avait une petite fille dans cette vision. Est-ce que cette petite fille, c'est sa fille? Je l'ai retrouvée, cette petite fille. Ah oui, vous décrivez... Attendez. Comment ça, vous avez retrouvé la petite fille? Je vais retrouver cette petite fille. Ah, dans une autre vie, elle aussi? Pas dans une autre vie. Cette petite fille que j'ai vue dans ma vision, qui avait 2 ans et quelques dans la vision. Mais c'est un teasing, c'est parce que vous allez refaire un autre livre pour nous le dire là? Oui, d'accord. Ah, mais c'est génial s'il y a une suite avec ça. C'est pour vous dire, au-delà du teaser, c'est pour vous dire que on a la structure, nous, spécialement en France, dans ce pays de cartésianisme, on a la structure qui nous permet de ne refuser aucune question. On a l'appareillage mental, on a les outils scientifiques pour explorer toutes les dimensions qui nous intéressent. Il n'y a pas de mauvaises questions, il y a des mauvaises manières de les aborder, mais il n'y a pas de mauvaises questions. Donc, est-ce que la vie antérieure existe ? C'est le départ de la psychanalyse que vous décrivez. Accepter de voir sa partie sombre, mettre le doigt dessus et arriver à la comprendre. Ça, c'est essentiel. Je pense que ça fait partie d'ailleurs de l'évolution de la résilience. Je pense que c'est là où se trouve la source de notre guérison. Parce qu'au final, moi, ce travail, cette enquête sur ma vie antérieure, si on peut dire ça, elle m'a guéri profondément d'un poids que j'avais sur les épaules depuis ma naissance, depuis tout le temps. Et un matin, je me suis réveillé avec quelque chose de très léger, me dire tiens, il me manque un truc. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'était cette colère, cette culpabilité que j'avais portée toute ma vie.
Bon. Alors justement, on a aussi abordé il n'y a pas très longtemps les expériences de mort imminente sur le plateau. Vous aussi, vous avez enquêté énormément sur ce sujet. Ça, c'est la porte d'entrée à mon questionnement sur la nature de la conscience. On dit dans notre société que tout est matière. Tout est matière, rien Surtout d'autre que la matière n'existe. François n'est que matière, Tout moi je est ne suis carbone. qu'air. Donc, Tout est carbone. Donc notre cerveau est fait de carbone et de plein de matière. Notre cerveau, par son activité électrochimique, fabrique notre sentiment d'être nous-mêmes, notre personnalité, notre conscience. Sous-entendu, quand le cerveau cesse de fonctionner, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus rien. Et quand il est mort, il n'y a plus rien du tout. Le problème, c'est que depuis une quarantaine d'années, on réussit à ramener des gens qui font des arrêts cardiaques avec des techniques de réanimation, des millions de personnes depuis 40 ans, et que ces gens-là, 20% d'entre eux à peu près, quand on les ranime, au lieu de nous dire que j'étais inconscient, nous disent « Ah bah c'est marrant, pendant que vous étiez en train d'essayer de me ranimer, j'étais au-dessus, je vous ai regardé, j'étais bien, j'étais dans la lumière, j'étais dans l'amour. D'ailleurs, je suis allé dans la pièce d'à côté, j'ai vu qu'il se passait ça, ça et ça. » Et quand on vérifiait ce qui s'est passé dans la pièce d'à côté, on s'aperçoit que ces gens-là n'ont pas seulement une sorte de rêve un peu bizarre, mais ils décrivent ce qui s'est réellement passé dans la pièce d'à côté quand ils ont eu ces expériences de sortie hors du corps. Et le nombre colossal de ces expériences nous permet, là encore une fois, de faire un vrai travail scientifique d'étude. Est-ce que le cerveau peut expliquer ces expériences? Ben non. Justement, Fabien Olicard, vous avez écrit des livres justement sur ce sujet. Oui, ça vous intéresse ce genre de en fait, discours? Moi, je vous trouve passionnant, Stéphane. C'est passionnant parce qu'en plus, ça rejoint, un de mes aïeuls, on va dire, Houdini. On parle souvent d'Houdini en disant ce mec-là adorait débunker les faux-voyants, les débunker, etc. Mais pas du tout. En fait, il était ouvert à la réponse parce que lui croyait profondément en une vie après la mort, justement, et il cherchait à rentrer en contact avec des proches à lui disparus, avec qui ils avaient convenu d'un code, justement, c'est un peu le principe des objets cachés dans le cercueil que vous avez mis en place, et s'est dit, ok, moi avec toute ma connaissance rationnelle de trucage, eh ben en fait, je vais partir en quête de la personne qui va me permettre de reprendre enfin contact avec eux, parce que lui, c'était une grande douleur également, il en avait besoin. Mais une des spécialités d'Houdini, c'était quoi? C'était de s'évader de ses chaînes. L'escapologie, bien sûr. Et donc, il a cherché comme ça à travers le pays. Et le problème, c'est que dès que lui, comme c'était la grande mode des séances spirites à l'époque, quand il y a une mode, ça attire les charlatans qui vont avec. Et donc, il s'est confronté à beaucoup de charlatans. Et là, évidemment, c'était une fureur pour lui. Et il les mettait au pilori, quoi, ni plus ni moins. Mais son but était non pas de débunker, mais de trouver les vrais voyants et les vrais médiums de l'époque. Trier. Et donc, en fait, c'est ça, c'est toujours une démarche rationnelle et scientifique avec, par contre, il faut être ouvert à la réponse potentielle. C'est ça, des choses impalpables. Bien sûr. Alors, aussi, un petit mot sur les expériences chamaniques, puisque c'est devenu hyper tendance en France. On parle beaucoup, d'ailleurs, du chamanisme, des chamans, etc. Vous avez exploré cette branche. En quelques mots, c'est une technique est-ce qu'en tout cas, vous avez découvert... dans le chamanisme, des choses pertinentes qui pourraient nous aider dans notre monde occidental? Oui, et d'ailleurs aujourd'hui les psychothérapies psychocorporelles intègrent beaucoup de mécanismes et de pratiques qui sont développées dans le chamanisme, qui consistent à se plonger dans des états modifiés de conscience pour accéder à d'autres ressources. En fait, on n'est pas dans la magie, on est dans quelque chose d'extrêmement concret. Le monde des esprits est quelque chose d'extrêmement concret. Notre inconscient est également quelque chose d'extrêmement concret. Et le chamanisme, c'est ni plus ni moins se mettre dans un état de conscience où on change un tout petit peu nos réglages de paramètres du cerveau pour tout d'un coup voir apparaître une autre réalité, dans laquelle il y a des réponses, dans laquelle il y a des processus de guérison qui peuvent être activés. Et c'est formidablement intéressant. Merci Stéphane Alix, vous restez avec nous. C'est le moment de plonger dans la petite bulle qui fait du bien. Alors François, vous nous amenez 2500 ans en arrière? Avec une bulle qui vous tient à cœur. En fait, pourquoi? C'était assez fascinant pour qu'on en parle. Figurez-vous que pour la première fois, il y a une comédie musicale qui retrace le destin de Siddhartha. Siddhartha, c'est cet homme né il y a 2500 ans dans le nord de l'Inde et qui deviendra Bouddha, ce qui veut dire... Être éveillé. Être éveillé. Alors, Siddhartha, dans sa quête, en fait, d'émancipation, il comprend que l'homme est confronté à 4 grandes violences. La naissance, la mort, la maladie et la vieillesse. Et en fait, il comprend aussi que en s'éveillant, en tentant d'aller plus loin, on peut échapper à ces 4 violences. Et la comédie musicale retrace toute cette histoire, ce destin fabuleux. Les textes, les musiques sont hyper feel good. C'est vraiment pour ça qu'on a envie de vous en parler. Est-ce qu'on peut regarder un petit extrait? Ah mais carrément, allons-y. Vous l'avez vu en avant-première, il me semble. Je l'ai vu, j'invite tout le monde à aller le voir. C'est tellement de la bonne énergie pour sortir de la gonflée. Ouais, je le savais pas. Moi j'y vais ce soir. D'accord, voilà. Vous me direz.
Ah bah je vais danser ce soir. Et Il est c'est- beau cet arbre, hein. Comment s'appelle-t-il, vous me le disiez? L'arbre Bodhi. L'arbre Il Bodhi. existe vraiment en Inde, hein. Ils ont construit un arbre de 5 tonnes, je crois, pour mettre sur scène. C'est structure, jusqu'au 5 janvier au Palais des Sports, voie de réservation classique. Merci François. Alors merci à tous d'être venus ce matin. Alors je rappelle, Fabien Olicard, qu'on vous retrouve en tournée dans toute la France avec France, votre... Belgique, Suisse, Exactement. Paris, partout. Singularité. Votre livre qui vient de sortir, qui est passionnant pour apprendre vraiment à s'installer dans le présent. Ça va vous plaire, Stéphane Alix. À moi aussi. Votre temps est infini. Et vous aussi, bien sûr, François. Stéphane Alix, entre ombre et lumière, itinéraire d'un reporter, avec voilà, des formidables images pendant sur tout le livre. C'est passionnant. Merci. Hein. Vous êtes passionnants aussi, hein, tous les deux. Et François, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, eh ben, je vous souhaite de vous faire du bien. On n'a pas tiré la phrase qui fait du Non, bien. on n'a pas fait la eu le boîte. temps. Oh là là. La semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. À bientôt.